Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer et rendons hommage d'abord au roi du suspense comme les surnomme l'équipe. Ce sont les Bleus bien sûr. 20 minutes comme nous a souffert devant le match et titre décollage tardif. Cette victoire des Bleus à l'arraché comme le titre Libération. Ils sont pour aujourd'hui en France les champions du finish. Bon, c'est à peu près la seule bonne nouvelle ce matin parce que pour le reste, il y a la croix qui résume assez bien le sentiment général. Pourquoi tant de violence ? Autorité de l'État, Hollande sous pression, titre Le Figaro. Le pouvoir bascule dans la haine anti-syndicale, affirme l'Humanité. Le vocabulaire est guerrier en une des Libérations qui parle de bataille, la bataille de l'opinion. Dans quel monde vit-on, s'interroge aujourd'hui en France, qui tente quand même, au milieu d'une actualité bien glauque, de nous remonter un peu le moral. Et pour illustrer son article, titré « Pourquoi il ne faut pas désespérer », le journal a interrogé l'académicien Jean-Christophe Rufin. Non, nous ne sommes pas en guerre, dit Rufin. On a déjà connu des périodes beaucoup plus violentes. Ma première femme était russe, raconte-t-il, et sa famille a connu les goulags. Ma deuxième est éthiopienne, elle sait ce qu'est la famine. Bref, comparons-nous pour ne pas trop nous désoler. Et Rufin de poursuivre, les épisodes de violence sont effroyables, mais ils sont limités. Ce sont, dit-il, des piqûres de moustiques sur le corps de la société occidentale. Bref, conclut Rufin, la France est un paradis de gens qui se croient en enfer. Et puis, preuve ultime qu'il ne faut désespérer de rien, quelques pages plus loin, dans le même journal, on apprend que la CGT se bat pour garder un patron, celui de Peninsula, Palace 5 étoiles parisien. Devant l'entrée, les CGTistes distribuent même des tracts pour rendre hommage à Monsieur Béliard. Monsieur Béliard, c'est donc le directeur. Et Monsieur Béliard, dont on comprend quand même qu'il est viré parce qu'il a augmenté ses salariés, ce qui n'aurait pas plu aux propriétaires qatariens. Toute notre sympathie donc à Monsieur Béliard ce matin. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Le référendum sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à nouveau contesté. C'est dans Presse Océan. Contestation référée devant le Conseil d'État. Cette fois, c'est l'ordonnance fixant les règles de la consultation qui est visée. C'est bientôt, c'est le 26 juin. Ce sera le 26 juin, exactement. 2 semaines après les inondations, la colère des sinistrés dans le Berry républicain à Bourges. Hier soir, des riverains ont dit leur colère contre la municipalité alors que beaucoup d'habitants ne sont pas encore sortis du tri et du nettoyage de leur maison. Et puis le chiffre du jour, on le trouve dans Ouest France. Un kangou qui roule à 229 km/h. Conducteur flashé en Haute-Vienne. Kangoo, c'est le petit truc utilitaire. L'utilitaire de Renault, exactement. Et ça dépasse les 100 très certainement, mais en tout cas les 229, le conducteur n'y croit pas. Lui, il dit que c'est une erreur. Et d'ailleurs, il y a un gendarme qui le concède dans Ouest France qui dit que le radar a sans doute été victime d'un bug. Oui, parce que 229 quand même, ça vaut être il explose. Kangoo roule. L'histoire du jour fait la une des... Non, c'est nul. Si, on l'a entendu, mais elle était très On l'a mauvaise. pas entendu, Kangoo roule. C'était la pub de Kangoo, le petit garçon qui disait à son papa Kangoo roule. Kangoo, vous vous souvenez pas ? Non, nous on veut bien vous aider Thomas, mais il faut faire un effort. Ok, je coule. Kangoo roule. Kangourou. Non, mais ne vous acharnez pas, s'il vous plaît, je souffre. L'histoire du jour fait la une des pages essonnes du Parisien, avec des fouilles trop chères, beaucoup trop chères, Marion. Oui, à Montlhéry, la découverte des vestiges dont certains remonteraient à la guerre de 100 ans a totalement bloqué 2 programmes immobiliers de logements sociaux. Alors les historiens veulent pousser à fond les recherches sur ces sites. En attendant, donc, les chantiers sont à l'arrêt. Or, si la ville ne fournit pas ces logements sociaux, elle pourrait être sanctionnée financièrement. Le maire évoque des indemnités de près de 390 000 €. Ajoutez à ça le promoteur qui menace de se retirer du projet. Si c'est le cas, explique la municipalité, les 800 000 € de la vente du terrain seront perdus. Les propriétaires, eux, lassés d'attendre, pourraient se désister. Et la commune n'a pas les moyens de prendre en charge le coût des travaux. Le maire crie au loup, évoquant une faillite, la fermeture de la crèche communale, du relais assistante maternelle. La préfète s'est saisie du dossier. Elle a écrit notamment à la direction régionale des affaires culturelles, au préfet de région pour demander un peu de bienveillance de la part des autorités sur ces 2 dossiers. C'est pas évident quand le social et l'histoire se percutent comme ça. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, et une question ce matin. Que se passe-t-il après une tuerie aux États-Unis ? La réponse, les ventes d'armes repartent à la hausse. Ouais, c'est précisément ce qui est en train de se passer après la tragédie d'Orlando. Alors, on est d'accord les amis, spontanément, on se dit que ce devrait être plutôt l'inverse, que la prolifération des armes, les armes de guerre notamment, ça a plutôt de quoi alarmer. Pourtant, il suffit de regarder les courbes publiées par le site d'info américain Vox. C'est systématique et c'est flagrant. Après chaque tuerie, les Américains se précipitent chez leur armurier, quel que soit le discours ambiant.
Et on va le voir, c'est finalement assez simple à comprendre. Un petit décryptage, il y a 2 types de positions. Alors celle de Donald Trump, pour qui ce drame, c'est le signe que les Américains ne sont pas assez protégés, un peu en mode, si les victimes avaient eu une arme, elles auraient pu neutraliser le tireur fou. Il avait déjà dit la même chose sur le Bataclan. Hein. Voilà, et ça c'est une théorie qui convainc, c'est vrai, nombre d'électeurs. Deuxième point de vue, radicalement opposé, c'est Hillary Clinton, qui s'inquiète de voir un déséquilibré se procurer un fusil d'assaut aussi facilement. Elle parle de Donald Trump ou elle parle... Non, elle parle pas de Donald Trump. Non, elle parle du tireur fou, elle veut durcir la réglementation. Là aussi, les acheteurs sont plus nombreux parce qu'ils ont peur que les lois changent et qu'ils soient bientôt plus aussi libres de pouvoir acquérir une arme. Alors ils se dépêchent de s'en procurer une. C'est QFD, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, les tueries aux États-Unis, c'est une opportunité lucrative pour tous les fabricants d'armes. 30 000 morts par an, c'est ça aux États-Unis avec les armes à feu, je crois. C'est une moyenne. Ouais, c'est une moyenne en plus. Axel de Tarlé, les salariés français sont ceux qui travaillent. Ah, ça y est, il nous refait le coup des feignants. Ceux qui travaillent le moins de l'Union européenne, c'est à lire sur challenge.fr. Et oui, ça y est, on est champion d'Europe en matière de fainéantisme, puisque je veux parler de nous. Avant, on était vice-champion, il y avait les Finlandais qui travaillaient moins que nous, mais là, il y a eu le décompte 2015 établi par Rexecode. Eh bien, ça y est, en France, on travaille 1646 heures par an. Il n'y a pas un pays d'Europe où l'on travaille moins qu'en France. Alors, il y a tout le hit parade, je l'ai là. Alors, le pays où l'on travaille le plus en Europe, c'est la Roumanie. Les Roumains travaillent 2080 heures par an. Faut-il se plaindre d'avoir des meilleures conditions de vie que les Roumains? Oui, alors nous, on est tout dernier quand même. On est 28e sur... Alors moi, je vais y aller directement. On est 28e sur 28. On est le pays où on travaille le moins d'Europe et on est le 5e pays le plus cher d'Europe. Parce que je vais aller directement à la conclusion de mon papier. Pourquoi 30, parce que je voulais faire le petit parade avant, mais c'est vrai, il n'a pas d'intérêt. Non, mais il n'a pas d'intérêt parce que... On dirait Cabrol, parce que Cabrol, il fait les questions, les commentaires et les parce que critiques. je trouve qu'il y a une petite morale quand même. En 1999, on travaillait, c'était avant les RTT, on travaillait 1950 heures par an. Et depuis l'instauration des... Parce que ça tient compte des RTT, des congés et des arrêts maladie, enfin bref, de tout. Maintenant, on est le pays où on travaille le moins en Europe. Et sauf qu'en 99, on faisait des excédents commerciaux. Maintenant, on fait un déficit commercial abyssal. Il faut quand même pas s'étonner que si on est le pays d'Europe où l'on travaille le moins et qu'on est le 5e pays le plus cher d'Europe, puisque nous sommes plus chers que les Allemands, 35,10 € de l'heure en France contre 32,20 € en Allemagne, parce qu'on parle de l'industrie, mais moi je parle de tout, tout, voilà. Et bien, voilà, avec les services. Et bien, quand on travaille moins que les autres et qu'on est plus cher que les autres, à la fin, on a des problèmes de compétitivité, 45 milliards de déficit commercial, c'est QFD, alors qu'on était en excédent en 99. Alors, je regarde cette feuille de demande de RTT, voilà. Axel de Tarlé, Et on va lui baisser son salaire, et on va lui baisser son salaire. Allez. On disait pas que les Français étaient les plus productifs d'Europe aussi dans le même temps? Alors ça c'est eh ben oui, parce qu'en France, il y a tellement de gens au chômage, malheureusement, il y a tellement peu de gens qui travaillent que ceux qui travaillent sont tellement peu nombreux, ils doivent faire travailler tout le pays. C'est pour ça qu'individuellement, la France est championne de compétitivité parce qu'elle s'appuie sur très peu de gens qui travaillent énormément et qui sont forcément très compétitifs en délocalisant, en faisant travailler, en travaillant les week-ends et en faisant travailler les autres à l'étranger. Dis donc, il est énervé, je me demande s'il n'était pas pour l'Albanie hier soir. Alors, ce soir, à la télé, Coluche, un clown ennemi d'État, c'est à 23h20 et c'est sur France 3. Et bravo. Les documentaires qui sont diffusés. C'est Coluche président. Oui, Coluche président. Pardon, je pensais qu'on entendait bien. Tous les documentaires qui sont diffusés actuellement, vous savez, pour les 30 ans de la mort de Coluche, je vous conseille celui-là parce que pour une fois, pas question de retracer en long, en large et surtout en travers la carrière de l'humoriste, mais au contraire, ils se sont axés sur un point, sa candidature à la présidentielle en 1981. Et voilà ce que Coluche dit à son ami le cinéaste Romain Goupil. J'avais pensé à me présenter la fois d'avant déjà, il y a 7 ans. Mais comme j'étais pas assez connu, je pouvais pas. Et maintenant, tu considères que tu peux aller jusqu'au bout? Bah maintenant, je vais essayer de foutre, tu sais comment c'est, hein. On fait ce qu'on peut et puis on faut foutre le bordel qu'on va foutre, quoi. On fera toujours ça de prix, hein. Et alors tout ça n'est qu'une farce. C'est un peu les mêmes programmes qu'aujourd'hui, finalement. C'est exactement, voilà, exactement. Et au départ, tout ça n'est qu'un gag, c'est une farce. Et c'est Véronique Colucci, la femme de Coluche, qui le précise. En fait, c'est un gros canular qu'on est tous conscients de contribuer à monter. Et ça part comme ça, et ça part très très vite. Oui, sauf que le gag, il n'a pas fait rire tout le monde, bien évidemment. Surtout quand le journal du dimanche publie un sondage où Coluche est crédité de 16% des intentions de vote. Dans l'entourage de Valéry Giscard d'Estaing, on est persuadé que Coluche est manipulé par de dangereux extrémistes de gauche, donc il faut tout faire pour le dissuader de se présenter. Et c'est un ex-inspecteur du groupe de direction des renseignements généraux qui témoigne sous couvert d'anonymat, évidemment. Concernant Coluche, le groupe a reçu à ce moment-là des consignes plus directes d'intervenir
et ainsi, afin de lui faire réellement peur, de le menacer physiquement, ou sur ses véhicules, notamment c'était moto, ou chez lui. Il parle bien E.T. Hein. C'était vrai, évidemment, l'anonymat. Vous allez découvrir toutes les coulisses de cette affaire. Alors, lettre de menace, manipulation des médias, censure sur toutes les chaînes de télé. Bon, résultat, Coluche s'est retrouvé totalement isolé et a fini par renoncer. Tant que ça m'a fait rire, c'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gâte un peu, quoi. Puisque si moi, ça me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres ? Alors, en parlant de rire, ceux qui espèrent rire en regardant ce documentaire sur Coluche risquent d'être déçus. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, cette farce-là a été vraiment prise comme un sujet sérieux en fait pour ce documentaire, avec les témoignages des proches, mais aussi de tous les conseillers de Valéry Giscard d'Estaing, de François Mitterrand, des responsables des renseignements généraux. Et moi, je n'imaginais pas à quel point il avait vraiment été considéré comme un ennemi d'État. Voilà, Coluche, un clown ennemi d'État, c'est sur France 3 et c'est à 23h20. Et rideau sur le kiosque, les amis.